Nous allons aujourd'hui supprimer les homonymes ou homophones, ce qui revient au même depuis que nous avons phonétisé la langue. Bon, nous en avons quand même déjà supprimé quelques-uns, rien qu'avec la rationalisation des conjugaisons. Homophonie pour les premières personnes du futur et du conditionnel. Lorsque j'entends je viendrai, je ne sais pas si c'est le futur ou le conditionnel. De même qu'entre le passé simple et l'imparfait pour les premières personnes. Et supposons que vous entendiez, je ne sais pas, par exemple le titre d'un film, Une femme aimée. Vous ne savez pas si c'est une femme qui est aimée, ou qui a aimé, ou encore du fait d'aimer une femme aussi, mystère. Là, ça donnera respectivement une umaga, aimer, émaille, aimer. On a supprimé également des homophonies transverbes dans la phrase « je suis un homme » ou même « il vit ma vie » ou c'est peut-être le verbe « voir » au passé simple. Là, on ne confondra plus suive et est, vive et voya. Ou même d'ailleurs entre les verbes lire et lier au présent. Lorsque l'on dit actuellement je lis quelque chose, c'est peut-être une gerbe, on ne sait pas. Nous en avons également supprimé en réduisant les adjectifs à leur forme féminine et aussi en introduisant une forme différente pour le genre indéterminé, puisque on pourra distinguer maintenant entre un homme être humain, une hume, de un homme, un être humain adulte, mâle, une humago. Mais il en reste quelques-unes d'homophonies, c'est pourquoi je reviens pour terminer le travail. Travail qui ne va pas être aussi considérable que ça, car nous n'allons supprimer que les homophones qui posent des problèmes d'ambiguïté. Et cela exclut, déjà, vous voyez, à de rares exceptions près, les homophones qui n'ont pas la même fonction grammaticale. Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Par exemple, entre le nom hume que nous avons introduit pour être humain et le verbe humer au conjugué au présent, ça pose aucun problème. Un nom, on le repère tout de suite, il est précédé d'un article, enfin c'est pas la même position dans la phrase. Pareil pour le pronom sous que nous avons introduit pour le locutif, que l'on ne confondra évidemment pas avec la préposition de lieu sous la table, ni d'ailleurs avec les sous dans le porte-monnaie, quoi. Une phrase illustre cela d'ailleurs, c'est la phrase « il vint ». À supposer qu'elle n'ait pas été prononcée par un bègue, elle ne présente aucune ambiguïté. Vous voyez qu'on a affaire forcément dans l'ordre à un verbe, vous voyez, un déterminant, donc le nombre, ensuite un nom, et enfin un adjectif. Notons d'ailleurs que nous avons réduit cette lourdeur, même si ce n'était pas indispensable, puisque désormais, en français rationalisé, nous dirons il vena, vint, veine. Notons toutefois, c'est vrai que entre les noms et les adjectifs, il faudra quand même lever les homonymie, parce qu'un adjectif peut souvent être utilisé comme un nom, par ce qu'on appelle substantivation. Vous voyez, si pour me référencer à un objet, je dis un bleu. Alors, les homophonies ne sont pas d'ailleurs forcément liées aussi à des mots isolés. Elles peuvent concerner des expressions entières ou même des phrases. Et même là, nous en avons éliminé pas mal, en fait, sans vraiment l'avoir cherché d'ailleurs. C'est surtout à cause du fait que l'ordre doit être respecter désormais un sujet, verbe complément et même l'adjectif après le nom. Prenons l'exemple de la phrase ambiguë, la petite brise la glace. Vous voyez qu'il y a deux sens différents possibles. Bon, et bien là, effectivement, dans le sens où c'est une petite fille par exemple, eh bien, ça se dira la petite brise la glace. Bon, des fois ça ne change pas aussi, vous voyez. Alors que dans l'autre sens, ça deviendra, vous pouvez chercher vous-même d'ailleurs, voilà, puis sur pause. La brise petite, glace soit. En supprimant l'élision aussi, nous avons éliminé pas mal d'ambiguïté. Nous avons déjà vu ça avec l'étoile. Ou autre exemple que je n'avais pas donné, c'est le d'avantage, qui des fois peut être écrit en un seul mot quand c'est l'adverbe ou en deux mots. Quand je dis il n'a pas d'avantage, par exemple, et souvent il y a une faute d'orthographe, bien sûr, si on met des apostrophes ou pas. Bon, là, ça ne se posera plus, puisque dans ce dernier cas, on dira il n'a pas de avantage. D'ailleurs, ces homophonies globales constituent la seule exception au fait que la phonétisation qu'on a faite supprimerait toutes les fautes d'orthographe. Par exemple, prenez l'expression avoir affaire à, que certains peuvent comprendre comme avoir à faire à. Eh bien, si on se contente de phonétiser, c'est vrai que le problème reste. C'est juste une coupure qui n'est pas au même endroit. Vous avez aussi le cas de autant pour moi. C'est en fait autant pour moi, que certains comprennent avec l'adverbe autant pour moi. D'ailleurs, ça se discute. Bon. Sauf que là encore, sans le faire exprès, ces problèmes ne se posent plus, puisqu'effectivement, dans un cas, faire, ça devient faisaire, je rappelle, et autant se dira, enfin, en deux mots, se dira à l'attend. Mais c'est vrai qu'il peut arriver que de telles, j'en ai pas trouvé des exemples, mais que de telles expressions restent homonymes encore. Alors en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces expressions-là, si on les analyse bien, littéralement, elles n'ont pas de sens.
c'est des espèces de contractions figées, et on peut les remplacer par des expressions beaucoup plus sensées, comme par exemple, autant pour moi, il suffit de dire c'est ma faute, et avoir affaire à, il suffit de dire être confronté à ou être en présence de. Chose que chacun peut faire dès aujourd'hui, hein, car en fin de compte, c'est l'usage qui fait la langue. Si, comme vous venez de le voir, on a déjà supprimé pas mal d'ambiguïtés comme ça, c'est vrai qu'il y a un cas qui va un peu en sens inverse, c'est lorsqu'on a supprimé le genre, parce que beaucoup d'homonymes se distinguaient par leur genre. Vous voyez, la moule, le tour, la tour, le père, la paire, quoique c'est seulement au singulier quand même, hein, je rappelle, le problème se pose déjà pour le pluriel. Hein. Mais malgré ça, de toute façon, les ambiguïtés seront toujours assez rares, hein, à cause du contexte, qui nous indique évidemment à quel homophone nous sommes confrontés. Pardon. Ouais, si je dis les pères, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais si je dis les paires de jumelles, là déjà, hein, on penche de plein côté. Alors si nous sommes par exemple dans un rassemblement, comme ça se fait parfois, hein, de jumeaux et jumelles venus avec leurs parents, les paires de jumelles, l'expression pourrait aussi être présente. Mais si nous sommes dans une sortie ornithologique et qu'on vous dit prenez vos paires de jumelles, bon, là évidemment, hein, quand même. Et du coup, du fait de cette relative rareté, on peut questionner l'idée de lever toutes les homophonies de noms. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont quand même assez nombreux. Ce serait, je pense, d'après mes évaluations, hein, de l'ordre de quelques centaines. D'où un apprentissage donc, de ces réformes, hein, qui ne pourra plus se faire en quelques minutes. Là, il faudra compter quelques heures, quelques jours. Bon, c'est pas énorme, mais c'est vrai que, voilà, du coup, ça peut se discuter, vous voyez, de l'opportunité de faire ça au vu de la rareté en pratique des cas d'ambiguïté dans la vie courante. Du coup, je propose deux options. La minimaliste. On ne supprime que les homonymes vraiment courants ou gênants, vous voyez, qui se comptent sous les doigts d'une main pratiquement. Bon. Soit on supprime absolument tous les noms homophones, et voilà, je vais vous montrer que c'est tout à fait faisable aussi, hein, sachant qu'on pourra aussi envisager des options intermédiaires, hein, en supprimant par exemple que les homophones relativement fréquents dans la langue, quoi, parce qu'en fait il s'avère que beaucoup sont assez rares. Rappelons également qu'il ne s'agit pas de supprimer, d'empêcher toute ambiguïté, hein, mais seulement les ambiguïtés involontaires. On pourra toujours employer bien sûr des métaphores, comme cela se fait souvent dans l'argot par exemple, hein, pour ne pas être compris de certains. Bien sûr. Et commençons donc par l'option minimaliste, hein, consistant donc à traiter les cas d'homophones vraiment gênants, hein, ou spécialement fréquents. On va dire. Et commençons par un déterminant qui est quand même un champion, parce qu'il cumule à lui seul plusieurs homophonies, c'est en fait le démonstratif. Vous voyez déjà le pluriel, hein, où on dit c'est, hein, et du coup, on peut confondre donc le C, donc CES du démonstratif avec le SES, hein, l'associatif des locutifs. Lorsque je dis où sont ces chaussettes, hein, je ne sais pas si c'est des chaussettes, vous voyez, que je désigne ou que j'ai évoquées précédemment, ou si c'est des chaussettes de quelqu'un qui a été évoqué précédemment. Le contexte ne lève pas forcément l'ambiguïté dans ce cas-là. Et même au singulier, d'ailleurs, je rappelle, hein, vous voyez que lorsque je dis, voilà, j'ai vu 7 chaussettes, oui, ça pourrait être celle-ci, mais aussi qu'il y en avait 7, quoi. De chaussettes. Donc on va évidemment, hein, ça s'impose, modifier ce déterminant là. Et alors une règle simple que j'essaie de respecter, vous avez peut-être remarqué pour tous les déterminants, enfin bon, ça ne concerne pas les nombres bien sûr, hein, mais tous les autres, c'est évidemment la terminaison en A pour le singulier et en E pour le pluriel. Et par ailleurs, la forme qui me semblerait la moins choquante, enfin voilà, plus naturelle pour des francophones actuels, ce serait la forme sta-sté. Sauf que c'est vrai que c'est un peu lourd quand même, hein. Et du coup il y a une solution à ça, c'est d'inverser l'ordre du T et de S et de dire plutôt tsa, tse, ce que je propose. Donc, vous savez que ce déterminant se réfère à une entité qui est désignée manuellement par le locuteur. Et que donc ça indique une direction. C'est moins évident d'indiquer comme ça avec la main la distance. Et donc vous voyez qu'il serait spécialement judicieux de pouvoir préciser succinctement la distance. Et donc je propose d'insérer la semi-voyelle ye pour un objet proche, tsia, et wo pour un objet éloigné, tswa. Bon, évidemment, on n'est pas obligé, hein, on peut toujours dire tsa, évidemment, comme on le fera dans la plupart des cas. D'ailleurs, c'est déjà fait dans d'autres langues. Par exemple, dans l'anglais, vous avez le this et le that, hein, en espagnol, esa, esta, aquel, et même en français, vous voyez, mais c'est une construction un peu compliquée, puisqu'on ajoute hein, les particules si et là, vous voyez, en disant cet objet-ci et cet objet-là. Bon, donc là, ce sera plus simple et plus rapide.
Un mot voisin du démonstratif, c'est la particule celui, celle, ce d'ailleurs, CEUX ou CE, encore une homonymie gênante là. Je dis particule parce que c'est un mot-outil qui n'est jamais utilisé seul, mais sert à former un pronom, comme dans celle-ci, celle-là, ou également à préciser au moyen d'un verbe, le référent, par exemple dans ce qui brille. Et d'ailleurs, du coup, ce pronom ensuite est souvent abrégé, en formant ça avec le CCD, mais aussi avec le C apostrophe dans c'est une abréviation, par exemple. Bien, je propose que l'on traduise ces différentes formes tout simplement par tsa pour le singulier, bien sûr, et tse pour le pluriel, bon, avec éventuellement le ye ou le wa. Et du coup, vous voyez que je crée une homophonie, vous allez me faire remarquer, mais elle n'est pas gênante en fait, parce que c'est pas la même fonction grammaticale. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait là aussi en anglais, quand je dis take this, vous voyez, c'est le pronom, ou this man, c'est déterminant. Petit exercice, vous voyez, je vous invite à traduire ceci et cela. Allez-y, appuyez sur pause, prenez le temps de... donc la traduction sera tsia et tsoi. C'est une abréviation. Ça est une abréviation. Certes, nous avons perdu l'indication du genre, mais ce n'est guère utile ici, puisque la chose est censée être désignée par le locuteur, donc oralement, donc il devrait... voyez. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais des fois, on l'utilise à l'écrit. Alors c'est vrai, mais sauf que quand on l'utilise à l'écrit, en réalité, souvent c'est abusif. En fait, ce qu'on devrait utiliser, c'est le délocutif. Or là, nous avons vu que pour le délocutif, je permettais effectivement la précision du genre, et même plus, si vous vous souvenez. Le seul cas où l'utilisation du démonstratif à l'écrit peut se justifier, en particulier pour indiquer une proximité et un éloignement, c'est par exemple lorsqu'on dit ce matin, on dira donc si un matin, ou par exemple ces pays-là, on dira évidemment soit pays. Vous voyez que ça ne pose aucun problème, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de genre de toute façon. Petit exercice, je vous laisse lever l'ambiguïté en traduisant en nouveau français la phrase « ce qui brille », donc de deux façons différentes. Pour le neutre singulier, ce sera « sui qui brille », et pour le pluriel, indiquant des personnes, ce sera bien sûr « sui qui brille », par exemple, ou avec des indications supplémentaires, bien sûr, éventuelles. Je vous ai dit tout à l'heure que j'essayais, si vous vous rappelez, que les déterminants se terminent par A au singulier et au pluriel, pour que ce soit simple. Sauf qu'il y a une exception que vous avez peut-être notée, c'est tout simplement l'article indéfini singulier, une. Et du coup, on pourrait réparer ça très facilement. Je vous laisse deviner, c'est très simple, puisque le pluriel c'est des, eh bien le singulier, ce devrait être da. Forme qui n'existe pas par ailleurs, donc pourquoi pas dire da plutôt que une. Bon, ça paraît un peu... Voilà, ça c'est pas... Vous voyez, c'est juste un peu du perfectionnisme, peut-être, mais il y a une autre raison à faire ça, c'est que un truc plus utile qui manque, je trouve, dans la langue, c'est l'impossibilité du nombre indéterminé. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs. Alors évidemment, on peut dire un ou plusieurs, c'est un peu lourd, des fois aussi on peut mettre des entre parenthèses si vous allez par là. Bon, non. Donc là, ce serait tellement plus simple d'assumer ça en considérant que il y a aussi la forme indéterminée pour les articles qu'on va construire tout naturellement avec ae. Donc ainsi, on aura les formes donc dae, lae, mae, tsae, etc. Et à propos de nombres indéfinis, il y a aussi le partitif, ce qui est encore autre chose. Ça c'est pour désigner une substance. Actuellement, pour exprimer cela, on fait précéder l'article défini singulier de la particule de. Alors, avec la contraction d'ailleurs, quand on a un nom masculin qui commence par une consonne, on dira donc de la farine, du sucre. Là, je serais assez d'avis pour gagner une syllabe, d'utiliser plutôt le du, en considérant que c'est l'article partitif. Donc on dira du farine, quoi. Autre homophonie gênante, celle entre la conjonction de coordination ou, qui indique donc des possibilités, et le pronom de localisation, enfin interrogatif ou relatif, ou, avec l'accent. Et il y a effectivement là une ambiguïté qui est possible, quoique rare, parce que ce sont des mots qui n'ont pas la même fonction grammaticale, mais ça fait partie des exceptions, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en effet, prenez la phrase « je mange ou il mange ». Est-ce que c'est soit je mange, soit lui, ou est-ce que c'est que je le suis partout, et je mange ou il mange, Vous voyez, on ne peut pas savoir, oralement, bien sûr. Alors bon, c'est vrai que c'est assez rare. En fait, le problème ici entre ces deux formes de ou, c'est que c'est surtout à cause de la faute d'orthographe qui est difficilement évitable, c'est l'étourderie, et dans ce cas-là, quand on lit la phrase, on part dans une mauvaise interprétation et ça gêne pas mal la compréhension. Ce serait déjà mieux en phonétisant, carrément. Bon, évidemment, je propose mieux en modifiant évidemment l'une de ces deux formes. Alors laquelle et comment? Et là, ça s'impose vraiment, je pense, il y a un choix qui me semble difficilement meilleur. Il suffit de regarder les langues voisines, pour la facilité d'apprentissage de la langue. Bon. Et vous voyez qu'effectivement, le O, par exemple, le son O, revient à l'exception du français, dans toutes les langues voisines pour exprimer la disjonction, enfin la conjonction de coordination.
Hein, prenez l'anglais or, l'allemand oder, et puis l'espagnol, l'italien o, carrément. Et en fait, je vais proposer qu'on change la conjonction et que l'on dise o plutôt que ou, qui ne pose pas de problème d'homonymie, hein, puisque le o, AU ou AUX a été supprimé, je rappelle, et puis bon, les autres c'est des noms, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun risque. Et ce serait très bien comme ça, parce qu'on aurait deux mots qui ont chacun une lettre, et le ou qui s'écrit W en plus, regardez dans les langues germaniques, pour dire le pronom interrogatif de lieu, ce sera where en anglais, wo en allemand, on retrouve souvent ce W, donc c'est pour ça que je disais qu'on peut faire difficilement mieux là, vraiment. Voilà. Plus de fautes d'orthographe, donc, et on gagne une lettre. Et là aussi, j'en profite pour apporter une petite amélioration de la langue. C'est pour le ou inclusif, hein, c'est-à-dire soit ou, soit et. Là aussi, souvent on a besoin de ça, et il manque quelque chose, quoi. Alors, ou et avec un slash, vous voyez, c'est pas très heureux quand même. Et donc, je propose qu'on assume ça et qu'on considère qu'il y a une conjonction pour le ou inclusif qui sera et o, tout simplement. Et à propos de pronoms de lieu, vous avez aussi la forme là, avec l'accent là, qui est un démonstratif. Certes, l'homophonie avec l'article défini singulier n'est pas gênante, puisque voilà, il n'y a pas de risque de confusion là. Mais bon, vous voyez, c'est un mot qui est très courant du coup en français, surtout depuis que j'ai supprimé le genre. Et donc, ce serait bien d'avoir une forme différente. D'autant qu'il peut se construire beaucoup plus logiquement, d'après ce qu'on vient de voir. Vous voyez, vu que c'est un démonstratif, on va le faire commencer par tse. Et vu que c'est un démonstratif mais spécifique pour indiquer un lieu, on fera terminer par e, donc on dira tse. Et vous voyez du coup que comme c'est un démonstratif, ce serait intéressant de pouvoir indiquer la distance, vous voyez, donc évidemment on pourra dire également tsie et tsue. Et puisqu'on en est dans les pronoms de lieu, vous avez aussi le i qui s'écrit avec un y, qui en fait lui est un délocutif. Et là encore, vous voyez qu'il serait tout à fait logique de le remplacer par une forme qui commence par sou et qui se termine par e, vous voyez, comme lieu donc de dire soit. Alors petit exercice, viens là, je laisse traduire. Ven tse, il est resté là-bas. Sou est resté tsue, vas-y. Al à souhait, j'en viens. Mou ven de souhait. Et puis alors du temps qu'on y est cet homme-là, soit humago, voilà. Il arrive souvent, d'ailleurs, du fait de sa brièveté, que le pronom i soit utilisé pour autre chose qu'un lieu, comme dans la phrase « je vais m'y référer ». Donc cela n'aura plus lieu d'être. Du coup, on la traduira par, je vous laisse deviner, « mu referio » souvent à « souhait ». Vous avez aussi la construction « il y a » qui n'est pas très logique, en fait, que vient faire le verbe « avoir ». Vous voyez, comme dans « il y a une étoile dans le ciel ». Franchement, je propose que l'on remplace ça plutôt par une étoile est dans le ciel, quoi. Enfin, bon, l'étoile est dans le ciel. Pour changer un peu, voyons maintenant un verbe qui présente une homonymie vraiment gênante, parce que correspondant au même contexte sémantique, mais avec des sens pratiquement opposés, donc vous voyez un peu la catastrophe là. Et je veux parler du verbe louer, parce que quand vous louez, vous pouvez être propriétaire ou locataire, et c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc ce serait bien d'avoir deux mots différents pour indiquer si l'on loue en tant que locataire ou en tant que propriétaire. Et là, je vais proposer un truc très simple, si vous trouvez mieux d'ailleurs, je veux bien. Ce qu'on appelle le loueur, c'est quoi? C'est le propriétaire. Donc le loueur loue, le locataire locate. Et d'ailleurs, puisque ce qui fait la langue, c'est l'usage, et que ce néologisme se comprend aisément, n'hésitez pas à l'employer. Et bientôt, les auteurs de dictionnaires, les académiciens n'auront plus qu'à entériner cette heureuse évolution de la langue. Alors, puisque je parle aussi de louer, du temps qu'on y est, bon, celui-là il est moins gênant, mais vous savez qu'il y a aussi un autre sens, ça veut dire aussi faire des louanges. Bon, là, vous avez deviné comment on peut dire aussi, là, je crois, on dira louanger, bien sûr. N'hésitez pas à louanger tout ce que vous aimez ou souhaitez promouvoir, comme par exemple le français rationalisé. Et vous avez aussi un cas analogue avec un nom, c'est le mot hôte. Là c'est pareil, lorsque vous avez invité des amis à manger, ce sont vos hôtes, mais vous êtes aussi leurs hôtes. Et on ne se rend pas compte souvent qu'il y a les deux sens, ce qui peut donc prêter à confusion. Ici, pas besoin de créer de nouveaux mots finalement. Il suffit de dire invité et invitant, ou héberger et hébergeur. Et là encore, je vous invite à propager donc l'usage de ces vocables. Il y a un autre sens d'ailleurs pour le mot hôte. Souvent en biologie, on utilise le mot hôte pour désigner l'individu qui est parasité, qui héberge le parasite. Bon, sauf que là, ça pose un problème parce que hôte, normalement, à la base, ça vient de hospitalité. C'est pour ça qu'il y a le petit accent sur le haut. Or, en général, le parasite n'a pas été invité gracieusement, quoi. Je veux dire, il s'est invité tout seul, quoi. Bon.
là, je proposerais qu'on dise plutôt l'hébergeur ou le parasité, tout simplement. Et du coup, vous voyez qu'on peut supprimer le mot hôte, c'est ce que je propose, parce qu'il y a une autre raison, c'est parce qu'il y a une homophonie avec hôte, l'adjectif lorsqu'il est substantivé, hein, la haute société ou quoi, enfin bon. Et aussi avec la hotte du Père Noël, puisque je rappelle qu'on ne fait plus la distinction entre les hauts ouverts et fermés. Donc ça fait, ça réduit un peu une homonymie. Pour changer aussi, là, un adverbe. Alors bon, c'est évident, vous allez le voir, c'est le fameux plus. Hein, ou plus, enfin, qui s'écrit toujours P-L-U-S, en tout cas, et qui a deux sens différents. En fait, c'est ce qu'on appelle un homographe, hein, quand c'est des mots qui s'écrivent pareil, hein, et pas forcément qui se prononcent pareil. Là, ils se prononcent pareil, mais pas tout le temps, quoi. Hein. Et homophonie évidemment très gênante, hein, c'est même catégorie grammaticale, et en plus, c'est des sens un petit peu opposés quand même. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, hein, avec la fameuse phrase « par ce chemin, on y va plus vite », qui est à double sens, et que j'ai proposé de lever d'ailleurs l'ambiguïté en disant, dans un des cas, « par ce chemin, on ne y va plus vite ». Là, je vais proposer de la lever encore plus, vous voyez, tout simplement en disant « par ce chemin, on y va plus vite ». Vous voyez l'importance, puisque ça pouvait avoir une importance vitale, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, à propos d'importance vitale, je vais vous donner un autre exemple, hein, toujours avec le plus, là, ou plus, hein, enfin PLUS, quoi. Supposez que, voilà, un médecin, il se rend compte qu'un patient a besoin qu'on augmente ses doses de glucose, quoi. Il est sous perfusion, par exemple, il laisse une note à l'infirmière, où il écrit donc dessus, quoi, plus de glucose, vous voyez. L'infirmière arrive, elle lit, enfin, elle a compris comme ça, pourquoi pas, il y a le choix, hein, plus de glucose. Donc elle arrête le traitement. Question, vous vous rappelez de la question, qui est responsable de la mort de l'homme? Alors c'est vrai que là, d'accord, on peut dire que le médecin et l'infirmière sont responsables parce qu'ils auraient pu penser que ce qu'ils ont compris d'une façon aurait pu être compris d'une autre façon, mais on ne pense pas forcément à ça en général. Vous voyez, quand on lit, on présuppose que les mots ont un sens unique. Et donc les responsables, c'est surtout, hein, je vous l'avais déjà dit, ceux qui n'auront rien fait pour améliorer donc la langue. Je dis ça, je dis rien, éventuellement on pouvait faire des choses. Un petit exercice d'ailleurs, on pouvait traduire, parce que c'est un peu évolué la phrase, par ce chemin on y va plus vite dans les deux sens. Hein. Donc réponse, hein, par sa chemin, nous à la soie plus vite, hein, et par sa chemin, nous ne à la soie plus vite. Supposons maintenant que vous entendiez la phrase suivante. Il n'y a pas de fenêtre. Ouais, c'est ambigu, il y a deux sens, hein, vous n'avez peut-être pas vu. Alors, soit on veut dire qu'il n'y a pas de fenêtre, quoi, c'est une maison sans fenêtre, quoi. Hein, je sais pas, il n'y a rien, on va pas, il y a que des portes. Soit ça veut dire il n'y a pas de fenêtres, c'est-à-dire le chiffre 2, c'est-à-dire qu'il pourrait y en avoir une ou trois, mais il n'y en a pas deux, quoi. Hein. Vous voyez que c'est une vraie ambiguïté aussi, ça. Le problème vient ici d'une homophonie entre deux déterminants, hein, le chiffre, le nombre 2 d'une part, et l'article négatif 2. Hein. Cet article négatif est peu connu, mais c'est vrai qu'il est vraiment nécessaire, parce que si j'avais dit il n'y a pas une fenêtre, on aurait eu le même problème, il aurait pu y en avoir deux, quoi. Hein. Et il faut juste que cet article ne soit pas homonyme d'un autre déterminant, c'est aussi simple que ça, quoi. Hein. Alors pour lever, là encore, cette homonymie, on peut essayer ce que j'appelle le rapprochement familial, c'est-à-dire de se rapprocher d'un mot de la même famille qui existe pour l'un d'entre eux, vous voyez, pour qu'en même temps la langue reste simple. Et là, il n'y a pas bien le choix, c'est juste avec le nombre 2, où il y a deuxième. Je propose donc que l'on dise does, et non plus 2 pour le nombre. Et du coup, sur la lancée, on pourrait aussi remplacer par exemple 6 par 6, parce qu'on dit sixième, 9 par 9, parce qu'on dit neuvième. Bon, là, je pinaille peut-être un peu. Et pareil avec 3, hein, 3, ou plutôt alors 3, bon là j'anticipe un peu, vous comprendrez pourquoi plus tard, je propose qu'on dise troz, et donc troisième. Voilà. Et alors du temps que j'y suis en train de traficoter les chiffres, vous avez aussi le cas du 1, ou devrais-je dire plutôt le 1, hein, qui est effectivement homonyme de l'article indéfini singulier. Sauf que c'est pas une coïncidence, c'est tout à fait normal, il doit en être ainsi, parce que quand je dis, je sais pas moi, je vois un chapeau, ça veut bien dire que je vois un chapeau, j'en vois un, j'en vois pas deux ni zéro, quoi. Bon, du coup, pour le nombre 1, on peut dire une, qui pourrait former unième d'ailleurs, vous voyez, au lieu de premier, et puis da, donc. Du coup, je résume les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, également, c'est pratique que tous les nombres se terminent par une consonne, donc je propose aussi qu'on dise cent, hein, ce qui permet de distinguer du sang rouge, évidemment,
Concernant aussi les dizaines, alors évidemment, on ne va pas dire 70, 90, tous ces trucs-là. C'est déjà mieux, effectivement, le fameux 70, 80, 90. Mais je propose encore mieux. On peut régulariser la formation des multiples de 10 en ajoutant le suffixe ant aux chiffres correspondants. Et ainsi, on dira donc 50, bon, c'est celui qui ne bouge pas, mais aussi donc 60, 70, 80, 90. Et puis pareil au début, d'ailleurs, ça donnerait, vous voyez, 2ant, 3ant, 4ant. Alors, sauf que les premiers, on peut aussi les raccourcir parce qu'ils sont d'un usage plus fréquent, comme on l'a déjà fait pour 30. Du coup, je propose qu'on dise Dante et Kant. Alors, sauf qu'il y a un autre problème concernant les nombres. Lorsque vous entendez 34, vous ne savez pas s'il s'agit du nombre 34 ou des nombres 30 et 4 ainsi énumérés. Et c'est pareil, évidemment, ça ne résout pas le problème pour 31. Ça peut être aussi 30 et 1. Alors, ce qui serait déjà plus juste, c'est de dire 30 plus 4. Parce que 34, c'est en effet 30 plus 4. Sauf que c'est pas tout à fait ça non plus. C'est un peu ambigu, parce que 30 plus 4, ça peut désigner l'opération plutôt que son résultat, vous voyez. Du coup, on voit qu'il faut, évidemment, une construction dédiée. Et je propose la lettre U pour lier les deux chiffres, qui rappelle évidemment le U de plus. Donc, que l'on dise 34, 31. Par contre, ça ne marche pas toujours le U, si vous voulez, parce que ça c'est pour une addition. Si je dis 1002, donc effectivement, ce sera 1000U2. Mais si je dis 2000, c'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est en fait 2 fois 1000. Donc je propose que l'on dise, vous avez deviné, je pense, 2 fois 1000 en fait. C'est d'ailleurs pour ça, oui, que j'ai proposé 3 au lieu de 3, parce qu'il y a déjà le OA, voilà. Petit exercice pour activer ces neurones, ça fait du bien de temps en temps, donc allez-y. 2145, voilà, d'indiquer comment dire sans ambiguïté le nombre, donc 2145. Appuyez sur pause pour prendre le temps là. Résultat, bien sûr, 2 fois 1855. Autre ambiguïté flagrante aussi, lorsque quelqu'un pose la question, qui regarde Paul? Vous la voyez l'ambiguïté là? On ne sait pas si l'on demande une personne qui regarde Paul ou une personne que regarde Paul. Pareil pour quels animaux mange l'homme. Vous voyez, on ne sait pas si on s'intéresse à nos proies ou à nos prédateurs. C'est pas tout à fait pareil quand même. Cette ambiguïté peut être levée en donnant une forme différente au pronom interrogatif selon qu'il est sujet ou complément d'objet direct dans la phrase. Bon, par ailleurs, ici, le qui par rapport au que indique que l'on cherche une personne. Mais on peut indiquer ça de façon relativement simple et plus logique en disant tout simplement quel hume, quoi. Je propose donc que l'on dise la lettre U pour indiquer que c'est un sujet, donc on dira Q ou cul, et le O, bien sûr, pour un objet, enfin un complément d'objet direct, pour être tout à fait exact, et pour les autres formes, puisque ça peut être aussi ce qu'on appelle un complément d'objet indirect, là on utilisera le son et, donc qu'est ou quel. Donc pour la phrase « qui regarde Paul », vous voyez qu'on va donc dire, dans un cas ce sera « Culum regarde Paul », et dans l'autre Colum, regarde Paul. Alors, petite remarque aussi, là, vous voyez que le nombre n'est pas précisé. Ce qui n'est pas gênant d'ailleurs, précisément, ça peut être un ou plusieurs, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, mais si vous tenez à préciser le nombre, dire que vous demandez une personne unique ou un ensemble de plusieurs personnes, bien il suffira de dire, rappelez, c'est le A pour singulier, le E pour pluriel, donc Cula ou Cola, Q regarde Paul, et dans l'autre cas, culé ou collé regarde Paul, pas de problème. Tant qu'on y est, je vous laisse traduire la phrase « Quels animaux mange l'homme ?» dans les deux sens. Culé, animal mange la hume, et dans l'autre, plutôt les humes d'ailleurs, là, vous voyez. Sinon, collé, animal mange les humes. Quand on poursuit un peu l'exercice, je vous laisse traduire « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» Réponse « QS dans la boîte ?» Et du coup, pour simplifier, je propose que l'on étende cette convention du U et du O au pronom relatif, que ce soit pareil, parce que là, en fait, il se trouve que dans le pronom relatif, le cas est pris en compte, mais du coup, c'est avec le E et le I, donc ça prête à confusion avec l'autre sens, enfin bref. Petit exercice, l'homme qui vient, donc ça va se traduire par la Humago Cuven, encore, le livre sur lequel tu es assis, ça donnera la livre sur qui vous est asseyez. Notons que les distinctions entre sur qui, sur lequel, sur laquelle étaient inutiles, puisque le référent précédant immédiatement le pronom relatif, ces nombres et genres sont connus. A l'inverse, on résout certains problèmes, comme prenez la phrase « Je vais souligner la difficulté et la beauté que certains auraient éventuellement marqué ». Vous voyez que l'on ne sait pas là, si le « que » se réfère uniquement à la beauté ou à la beauté et la difficulté. Là, on ne peut pas le savoir.
avec ma réforme, aucun problème. Hein. Je vous laisse donc traduire de façon à ce qu'il se réfère aux deux. Donc traduction, mu soulignio, la difficulté et la belleté, eco, certains manqua éventuellement. Le E, c'est comme avec les poires et les pommes, hein, vous vous rappelez, c'est le E englobant. Prenez également la question qui descend. Hein, elle demande une personne. Et si on veut demander un objet, bien on est obligé d'avoir recours à la forme tarabiscotée. Hein, qu'est-ce qui descend? Et si on ne veut pas préciser si c'est une personne ou un objet, là on peut pas. Là, on pourra préciser tout ça très simplement hein, en disant Q l'objet descende, Q l'hume descende ou Q descende. Puisqu'on en est au pronom là, relatif, interrogatif, il en existe des formes qui correspondent à des raccourcis. Par exemple, lorsque l'on dit comment, en fait, ça signifie de quelle manière ou de quelle façon. Lorsqu'on dit combien, c'est en quelle quantité, quand, à quel moment, où, à quel endroit. Alors, bon, tout ça c'est très bien, hein, je vais pas y toucher. Alors, sauf qu'il y en a un où il y a un petit problème, c'est avec le pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a deux sens là derrière, et c'est un peu fâcheux de les mélanger. Littéralement, pourquoi, ça signifie, enfin en deux mots, vous voyez, c'est pourquoi, ça veut dire dans quel but. Hein, et souvent on l'emploie dans ce sens-là. Mais prenez l'exemple de la phrase, enfin de la question, pourquoi l'eau gèle-t-elle donc à 0 degré? Elle a un but, l'eau, on parle du but de qui, là? Il n'y a pas de but ici, évidemment. En fait, c'est pas pourquoi, là, ce qu'on devrait dire, enfin, vous voyez, ce qu'on devrait dire, c'est à cause de quoi? Et souvent, dans le domaine scientifique, en fait, la technique, la question pourquoi, c'est à cause de quoi? Et donc, je propose qu'il y ait un pronom donc interrogatif qui exprime cela succinctement. Vous voyez, qu'on ne soit pas tenté de dire pourquoi. Et je propose cause. Donc, que l'on dise cause l'eau gèle-t-elle à 0 degré? Alors c'est important parce que cette confusion, je pense, enfin je vous laisse y méditer si ça vous intéresse, a des conséquences philosophiques fâcheuses en fait. Alors pour terminer, je voudrais parler un peu des noms propres. Alors les noms propres présentent la particularité de pouvoir prendre un très grand nombre de formes différentes. Hein, voilà, on en invente tous les jours. Hein, on va prendre tous les noms de lieux, les noms de personnes, par exemple. Hein, même les prénoms déjà, il y en a pas mal quand même. De tous les pays. Hein. Et il serait bien d'avoir un moyen de les repérer facilement oralement. Et je pense surtout, vous voyez, aux gens qui apprennent la langue, lorsqu'ils entendent ce mot, ils vont chercher peut-être dans le dictionnaire, et là, en vain, quoi. Mais il n'y a pas que ça, enfin, il y a aussi le fait que les noms propres, vous savez, normalement, commencent par une majuscule, mais la majuscule ne s'entend pas. Nous avons donc là un cas où la phonétisation n'était pas faite, quoi. Il faudrait peut-être terminer le travail de phonétisation, en fait. Et puis, il y a bien sûr donc des problèmes d'homophonie possibles, puisqu'ils peuvent prendre un grand nombre de formes, les noms propres. Quoi qu'il est vrai qu'ils se construisent différemment des noms communs, puisqu'on ne met pas d'article. Mais pas toujours, hein. Vous savez, par exemple, dans le parler villageois, quand on dit la Marie, hein, je sais pas moi, la Marie est sur le rocher, imaginez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rocher, bon, que ce soit Roger. Hein. Et même lorsque il n'y a pas, c'est quelqu'un normal quand même, hein, d'article, on va confondre avec les pronoms là par contre. Alors c'est vrai que les pronoms, il y a un moins grand nombre de formes, mais comme les noms propres ça peut être n'importe quoi, on peut très bien imaginer par exemple une personne qui s'appelle, enfin elle, hein, pourquoi pas. Et je dis elle vient, elle parle, vous voyez un peu le petit problème que ça pose. Pour améliorer tout ça, je propose qu'il y ait un article spécifique tout simplement pour les noms propres. Et en fait, même deux d'ailleurs, hein, allons-y. Hein. Donc je propose ga, alors ce sera un défini singulier, ce qui est le cas normalement pour un nom propre. Hein. Ga pour les personnes et ya pour les autres noms propres, quoi, qui ne seraient pas des personnes. Et du coup, pour le pluriel, parce que c'est vrai que ça peut servir, donc évidemment on aura donc gue et ye. Je disais que c'est normalement défini singulier, parce qu'en effet, un nom propre, c'est quoi hein, dans le fond en fait, en réalité? Bien, c'est tout simplement un objet, une chose unique par opposition à un nom commun, qui est un ensemble de caractéristiques, hein, qui peut prendre plusieurs formes. Vous voyez, un lion, il y a une infinité de lions possibles. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, la Lune, par exemple, devrait être un nom propre. On devrait dire d'ailleurs Lune, comme on dit Mars ou Jupiter. Pareil pour la Terre d'ailleurs, ou le Soleil. Et donc vous voyez qu'ainsi on ne confondra plus Yater, la planète, avec la Terre, l'humus, enfin vous voyez, pour le sol, quoi, pour l'agriculture. Ni d'ailleurs Ya Mercure, la planète, avec Ga Mercure, le dieu, hein, le messager des dieux, et bien sûr la Mercure, le métal d'ailleurs. Et surtout, plus besoin de majuscules. Parce que pour celles qui sont en début de phrase, c'est pas nécessaire non plus. Hein. Il y a un point, graphiquement, on le voit, et puis oralement, ça se repère par l'intonation. Exercice, Pierre va à Paris en passant par la Lorraine, je vous laisse traduire. Ga Pierre, al Aya Paris, en passant par Ya Lorraine.
Bon, notez que Paris, j'ai mis un S. Bon, ce sera pour éviter de modifier les panneaux de signalisation en fait. Et du temps que nous sommes dans la géographie, je propose une normalisation des gentilés, vous savez, les noms d'habitants, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est très compliqué, il faut apprendre pratiquement chaque nom d'habitant pour chaque pays, quoi. Enfin, des fois on peut deviner, mais des fois pas trop. Et je propose tout simplement l'adjonction du suffixe ol, hein, un peu comme dans arboricole, cavernicole. Enfin, ol pour aller plus vite, c'est vrai que j'aurais dû prendre icole normalement pour le latin. Enfin. Du coup, espagnol ça changera pas, mais bon, c'est vrai que les autres, par contre, françol, vous voyez, donc fransolo, fransola, masculin singulier, suissol, parisol, etc. On ne confondra pas d'ailleurs les algérioles avec les algéroles, hein, les habitants de la capitale. Petite exception toutefois pour les noms de pays qui proviennent du nom d'un peuple, parce que là, on est un peu en rond quand même, vous voyez. Donc on dira bien sûr les Belges, hein, et non pas les Belgicoles, les Afghanes, enfin Afghana, Afghano éventuellement, ça veut préciser le sexe, hein, ou Afghani, bon. Voilà, pour les habitants de l'Afghanistan, puisque c'est ça que ça veut dire, Afghanistan, c'est la terre des Afghans. Et du coup, au propos de terre, vous avez effectivement aussi le problème de l'Angleterre, hein, les habitants de l'Angleterre, on ne va pas dire les Angleterroles. Donc là, on dira gay, angle, qu'on ne confondra pas donc avec les angles pour la trigonométrie. Et notez que cela permet également d'éliminer l'ambiguïté entre le nom d'habitant et le nom de la langue, hein, quand on dit le français par exemple, puisqu'on dira dans un cas ya français et dans l'autre ga fransol. Oui, parce que la langue c'est un nom propre normalement, logiquement. Voilà donc pour quelques modifications du français qui, quoique modifiant assez fortement la langue du fait de la fréquence des vocables concernés, eh bien peut être apprises rapidement. Et pour finir, nous allons voir maintenant ce que je propose pour éliminer tous les homonymes, c'est-à-dire, je veux dire, de même fonction grammaticale. Ce qui peut toujours arriver que les occasionnent une ambiguïté, même si, nous l'avons vu, c'est relativement rare.